Voilà, on est live. Bonjour à tous, bonjour aux premiers participants qui sont là sur le webinaire. On va attendre peut-être un petit peu que d'autres personnes nous rejoignent. Et peut-être en attendant qu'ils nous rejoignent, moi ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu l'outil sur lequel on va faire le webinaire aujourd'hui, donc qui s'appelle Livestorm, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et ensuite on entamera. Donc Livestorm, ce que vous voyez à gauche, c'est à la fois la présentation, donc le support qu'on va vous présenter pendant ce webinaire, et vous avez en dessous nos petites têtes donc de moi, Julie et Dominique, donc, qui allons animer ce webinaire. Et sur la partie droite de l'écran, donc vous avez différents onglets. Vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez échanger, parler, commenter ce qui est en train d'être dit sur la présentation. Et c'est également là-dedans que nous, on va pouvoir vous partager quelques liens, soit vers des articles, soit vers du contenu en lien avec le webinaire. Il y a un onglet questions juste à côté dans lequel vous pouvez poser vos questions en live. Donc, je vous conseille vraiment de poser les questions dans cet onglet-là plutôt que dans l'onglet chat. Parce que comme ça, on pourra indiquer si on y a répondu, on pourra répondre soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc comme ça, tout le monde pourra retrouver vraiment les questions qui seront posées. Et nous, derrière, on vous enverra en fait un peu un jeu de questions-réponses après le webinaire. Il y a un troisième onglet sondage. Donc là, c'est des sondages qui ont été préparés au préalable. Et donc, je vous invite, soit dès maintenant, soit pendant la présentation, soit à la fin, de prendre un petit peu de temps pour y répondre. Donc, c'est assez intéressant. Et nous, on pourra vous communiquer après le webinaire les réponses à ces sondages-là, un peu les résultats qui ont été obtenus. Et on essaiera d'en faire des infographies à vous communiquer également. Et pour finir, il y a un petit onglet participants où on voit les différents participants qui rejoignent le webinaire. Donc, je propose d'attendre encore peut-être quelques petits instants et ensuite on va démarrer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Julie Ramillon et Dominique Dubesset pour nous accompagner pendant ce webinaire. Donc, Julie qui est la directrice de 3E Conseil et Dominique qui est expert comptable chez 3 CSE Conseil. Donc, ils vont pouvoir nous apporter des réponses assez intéressantes aux questions que vous pouvez vous poser et que vous posez sûrement ou que vous êtes déjà posées quand vous étiez nouveaux élus de CSE. Alors, je propose de rentrer directement dans le webinaire, il est 32. Donc, moi, je m'appelle Arthur Reboul, je suis CEO et cofondateur de Lito. Et je suis très heureux de vous accueillir. Donc, peut-être pour commencer en 2 mots, qu'est-ce que c'est que Lito? Donc, si vous voulez, Lito, c'est une startup qu'on a créée il y a 2 ans pour aider les CSE dans leur mission et donc vous aider en fait et vous permettre d'œuvrer au bien-être et à la cohésion des salariés. Donc pour ça, on s'est concentré sur 2 aspects clés. Un premier aspect qui est de développer un outil de gestion un peu moderne et complet pour CSE qui vous permet de piloter votre budget, de centraliser, on va dire, tous les avantages que vous pouvez proposer aux salariés, que ce soit de la subvention, donc remboursement sport, loisirs, culture, complètement clé en main, où c'est Lito qui va valider l'élément de remboursement et orchestrer le remboursement, l'accès à un catalogue d'offres, cinéma, parc d'attractions, bon plan, je sais pas, sur du OCS, du Deezer, etc. Et la gestion de vos activités de groupe, donc organiser par exemple une soirée de Noël, un after work ou un escape game avec des salariés qui va vous permettre de gérer les inscriptions et de collecter des participations des salariés. Et on a également sur cet outil un module de communication pour communiquer vos news, les PV de réunion du CSE ou des photos ou tout ce que vous voulez partager aux salariés. Et le deuxième volet sur lequel on s'est concentré, c'est de créer et de centraliser tout un tas de ressources pour les CSE, donc pour vous aider, vous, dans votre mission, que ce soit sous forme d'articles, sous forme de livres blancs, de kits à destination des élus, mais également de webinaires. Et donc, c'est justement dans ce format-là qu'on est aujourd'hui. L'objectif étant de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Et nous, on est justement amené, Lito, à échanger avec énormément de CSE et on se rend compte qu'il y a beaucoup de CSE qui nous posent des questions qui sont souvent les mêmes, et en particulier les nouveaux CSE, ou en tout cas qui ont été élus récemment. Et en tout cas, un des aspects qui revient très souvent, c'est l'accompagnement du CSE. L'accompagnement sur des sujets tels que la formation. On a très souvent des questions qui sont quelles formations sont obligatoires, qu'est-ce que je dois faire, vers qui je dois me tourner pour faire ma formation de nouvel élu. Des questions qui nous sont posées également sur l'expertise. Par exemple, je suis consulté par la direction, est-ce que je peux me faire assister par quelqu'un? C'est des sujets je sais pas, légaux, juridiques, économiques ou stratégiques sur lesquels j'ai pas forcément les compétences, donc j'ai besoin d'avoir un regard externe. Est-ce que je peux me faire accompagner et par qui? Et des aspects sur la comptabilité, un sujet qui est très récurrent, que les CSE doivent, on va dire, aborder dès le début, dès le démarrage,
et sur lequel, en fait, il y a très souvent des questions autour de l'accompagnement, de vers qui je me tourne, quelles sont mes obligations en tant qu'élu, en tant que trésorier. Et donc, c'est ce qu'on va aborder dans ce webinaire, et c'est ce que Julie et Dominique vont vous présenter, vont essayer de vous donner vraiment une grille de lecture et des clés actionnables pour que vous en sortiez vraiment avec des apprentissages et des choses à pouvoir appliquer dans votre vie d'élu. Comme je le disais au début, donc, il y a un support vidéo qui va vous être présenté, et donc, qui est celui-ci, et que vous retrouvez à gauche, et qui vous sera envoyé après la présentation, après le webinaire, donc vous aurez tous. Et on va également récupérer toutes les questions qui seront posées pendant le webinaire et les compiler avec les réponses et vous les envoyer, je pense, début de semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez retrouver un peu tous les éléments. Donc voilà, donc j'en ai déjà bien trop dit. Je passe le relais à Julie et à Dominique pour ce super webinaire. Merci à vous. Merci Arthur. Je démarre. Alors, Julie Ramillon, donc directrice de 3E Conseil, c'est la partie plutôt conditions de travail, santé au travail de notre cabinet qui s'appelle 3E Conseil et 3CSE Conseil. Donc, c'est un cabinet qui a été… Dominique et moi avons maintenant 12 ans de vie professionnelle commune. On intervient sur l'assistance des représentants du personnel, que ce soit dans les domaines économiques, comptables, social et conditions de travail. Je vais laisser Dominique se présenter. Pour ce qui me concerne, je vous présenterai surtout ce qui concerne la formation et les expertises. Et Dominique viendra à mon secours pour la partie comptable, qui n'est vraiment pas mon fort. Voilà. Donc, Dominique, à toi. Dominique Dubosset, comme Julie l'a dit, nous avons une longue vie commune déjà, 12 ans. Je suis expert comptable de formation, donc pas grand-chose à ajouter sur ce sujet. Je suis dans le circuit des comités d'entreprise depuis une trentaine d'années, malheureusement, et comme vous pouvez le voir à l'écran. Bien, Julie. Julie, je te redonne la main. Ok. Alors, on va parler de formation, on va parler d'expertise et un petit peu de comptabilité. Un premier point important, c'est que je pense que vous voulez avant tout savoir quels sont vos droits en la matière, ce que vous pouvez faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les ordonnances Macron, donc il y a effectivement un cadre un peu général, ce qu'on appelle les dispositions supplétives, et puis il peut y avoir des dispositions particulière par accord d'entreprise, voire même par accord de branche. Donc, c'est important de le savoir parce que ce qu'on va vous dire, il peut y avoir quelques nuances suivant votre entreprise, que ce soit sur des périmètres de consultation, est-ce que c'est du CE, CCE, pardon, du CSEC ou du CSE d'établissement, est-ce que c'est sur 3 mois, 4 mois, est-ce qu'on a le droit à une expertise tous les ans, etc. Tout ça, ça peut être différent suivant les accords d'entreprise. Voilà, mais on va vous donner plutôt un cadre général. Alors, d'abord, un premier sujet qui pour nous est important, peut-être parce qu'on est très branché santé au travail, c'est le droit à la formation en matière de santé au travail. C'est une des premières formations à faire quand on est nouvellement élu, parce qu'on est tout de suite en responsabilité sur un certain nombre de situations potentiellement dangereuses, où on a des choses à faire, on ne sait pas comment s'y prendre, et en plus on nous demande des avis. Donc, sachant que la santé au travail, c'est quand même un sujet qui est sensible et sur lequel on n'a pas envie de dire de bêtises, donc il y a une formation qui est prévue par le Code du travail. Cette formation, elle est obligatoire dans le sens où vous devez la suivre, l'employeur doit vous la financer en plus. Hein, donc, elle est faite par des organismes qui sont des organismes agréés, ça c'est important aussi. Hein, c'est pas tout organisme de formation ne peut pas vous dispenser un programme de formation santé au travail. Elle est faite pour les membres du CSE, tous, qu'ils soient titulaires ou suppléants. On a aussi la possibilité de former des représentants de proximité si c'est prévu dans votre accord. Voilà, donc il faut bien regarder l'accord parce que effectivement, lorsque les représentants de proximité ont une responsabilité sur le terrain, parce que dans les grosses organisations c'est le cas, on peut avoir une formation aussi pour les représentants de proximité. Alors qui la finance, donc c'est l'employeur. Qu'est-ce qu'on fait dans ces formations? Surtout, on se professionnalise sur l'analyse des risques
et on essaye de savoir qu'est-ce qu'on peut activer comme levier, comment marchent un peu les informations consultations, parce que c'est un peu la base aussi du fonctionnement des CSE, et on essaye de se perfectionner sur l'ensemble des risques professionnels et particulièrement ceux de sa branche professionnelle ou ceux de son entreprise. Il faut que le programme de formation qu'on vous propose soit un programme qui soit un peu sur mesure, c'est-à-dire spécifique à votre rôle et à vos risques professionnels. Alors, la question qui peut se poser, moi, je n'arrive pas à avoir accès aux questions, je suis désolée, ça charge toujours, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une question sur obtenir cette formation si l'employeur traîne un peu des pieds. Donc, on fait une demande de formation avec un petit papier. Bon, en général, on le prépare pour les élus qui veulent se former, comme ça, c'est clé en main. Un petit papier où on demande sa formation à l'employeur, on lui dit avec qui on veut la faire, combien elle va coûter et quand on veut la faire. L'employeur, s'il la refuse, il doit le dire dans les 8 jours qui suivent. Il faut absolument envoyer sa formation 30 jours avant. Voilà, donc ça, c'est écrit, s'inscrit dans le Code du travail. L'employeur ne pourra pas vous la refuser au-delà de 6 mois. Voilà, donc au bout d'un moment, il faudra la faire. Et vous choisissez votre organisme, ça c'est important aussi. Vous avez la main sur l'organisme, parce qu'en fonction de l'organisme, vous n'aurez pas forcément la même approche. La formation économique et sociale, c'est la deuxième. Alors, oui, je t'en prie. Peut-être, Julie, sur l'aspect des formations, je crois qu'il y a une question qui a été posée par Sophie qui était assez intéressante, qui est de savoir est-ce qu'il y a des formations qui sont obligatoires quand on est un CSE de plus de 50 versus moins de 50? Est-ce qu'il y a des particularités là-dessus? Et c'est vrai que je pense que ça peut peut-être aider quelques CSE qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Dominique répond, moi je vais répondre du coup. Sur les plus ou moins de 50, donc effectivement, tout ce qui est plus de 50, c'est plus clair sur le droit à la formation, parce qu'on a repris en fait sur la question de la santé au travail toutes les prérogatives du CHSCT. On a le droit à la formation santé au travail pour les moins de 50, mais c'est moins clair sur le nombre de jours, etc. Voilà. Donc, mais sur le principe, vous devez être formé pour exercer votre mission. Donc, le refus de l'employeur pour vous former en matière de santé au travail, c'est un peu dangereux. Et sur l'économique et social, donc on va le voir juste après, les dispositions sont un peu différentes, c'est-à-dire que le financement est plutôt en général assumé par le CSE lui-même sur son budget de fonctionnement. Alors, ouais, j'ai pas accès aux questions, c'est embêtant. Je les vois pas, ça charge. Je les donnerai en live. La différence entre les deux formations, c'est que dans le cas de la formation économique et comptable, le coût de la formation est à la charge du CSE. Le temps, bien évidemment, est à la charge de l'entreprise. Et dans le cas de la formation santé au travail, à la fois le temps passé de 3 ou 5 jours selon la taille de l'entreprise et le coût de la formation sont à la charge de la direction. C'est bien ça, Julie? Oui, c'est ça, tout à fait. Et il y avait une question sur la formation entre-t-elle dans le budget de fonctionnement. Là, j'ai répondu, je viens de répondre implicitement. S'il s'agit d'une formation économique, le coût de la formation est à la charge du CSE. Si c'est une formation santé au travail, le coût de la formation est à la charge de l'empreneur, de l'entreprise. Et donc, pour la partie économique, c'est bien sur le budget de fonctionnement du CSE. C'est sur le budget de fonctionnement. Ok, super. Sauf enfin, super accord. Sauf accord différent. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, la formation éco et sociale, elle, pour qui? Donc, on l'a dit. Et bon, ce qui est important, c'est effectivement d'être un peu formé sur son rôle, et puis ce qu'on attend d'un élu, sur le fonctionnement de l'instance, si jamais vous ne l'avez pas fait dans une autre formation. Et elle doit aussi vous permettre d'être plus à l'aise pour toutes les consultations récurrentes, notamment, on va les voir tout à l'heure, la politique sociale, la situation économique et financière et les orientations stratégiques. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on présente nos formations. Donc, c'est sous ces 3 angles-là, voilà, pour vous mettre tout de suite en situation. Alors, voilà, je ne sais pas si oui, excuse-moi, je voulais juste ajouter un point dans la formation de base économique et sociale. C'est la réflexion qu'il doit y avoir dès le début sur le principe de fonctionnement de l'instance, qui est l'information de l'instance et la consultation de l'instance. Et ça, on pourra éventuellement y revenir par la suite.
Et alors, peut-être une question qui n'est pas encore posée, mais je pense qu'il nous a déjà été posée, nous, à l'oral, plusieurs fois, c'est comment est-ce qu'on trouve un peu le bon organisme vers lequel se tourner? Comment est-ce qu'on trouve les organismes qui peuvent être agréés, notamment pour faire la formation initiale, on va dire? Est-ce qu'il y a des ressources vers lesquelles se tourner? Est-ce qu'il y a des listes? Est-ce que vous avez des recommandations là-dessus? Alors, sur les listes, donc nous, on figure par exemple sur une liste sur une région, Auvergne-Rhône-Alpes, pour la citer. Donc, ce sont les directs, en fait, c'est par arrêté préfectoral. Donc, ce sont les directs organismes. En dehors, il y a évidemment des organisations syndicales, parce qu'il y a aussi les organisations syndicales qui peuvent dispenser ces formations-là. Donc, on peut aller sur les listes des directs. Après, c'est pas toujours évident de faire de savoir avec qui travailler. Nous, on a aussi l'expertise, c'est aussi un bon point pour voir qu'on est aussi des experts du terrain. Parce que la formation, d'un point de vue purement formation théorico-technique, c'est important d'avoir aussi le rôle de l'assistance de l'élu. Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'aborde. Donc, c'est les listes des directs. Et on peut intervenir, par contre, sur toute la France avec un agrément qui est donné en région. Il n'y a pas de limitation géographique. Voilà. Ok. Ouais, très clair. Sur la formation, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, pour le moment, c'est toutes les questions qu'on a eues. Je pense que ça y répond plutôt bien. Je propose de passer peut-être sur la partie des autres formations. Donc, de ce que je comprenais, qu'il y avait d'autres formations qui pouvaient être en dehors des 2 formations classiques, on va dire. Alors, en dehors des formations dites obligatoires, effectivement, on a vu passer celle du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Sachant que ce rôle-là n'est pas tout à fait défini par le Code du travail. Donc, c'est intéressant, justement, via une formation, d'essayer de rassembler un certain nombre d'éléments, à la fois du Code du travail, du rôle des élus, des questions de qu'est-ce que le harcèlement, etc. Donc, il y a celle-ci qui peut être intéressante à suivre aussi. Donc, ça concerne avant tout les référents, donc du CSE. La formation a des risques particuliers, donc on peut avoir des besoins spécifiques. Et puis, je vous ai fait un petit exemple de formation sur mesure qu'on a pu faire sur l'évolution d'un règlement intérieur de CSE. Donc, ça peut être pas mal un peu plus tard, quand on commence à fonctionner, de réfléchir comment on peut faire évoluer son règlement intérieur. Sur les méthodes d'analyse des accidents, enquête sur des situations de souffrance au travail. On a beaucoup de situations où les élus se retrouvent un petit peu démunis quand ils ont une alerte plus de type risque psychosocial. Voilà. Donc là, c'est assez sensible. Donc, on peut faire des formations pour au moins conduire une analyse sans se faire, sans être mal à l'aise ou en connaissant bien son rôle sans en sortir. Parce que la difficulté, c'est de rester dans son rôle d'élu dans ces situations-là. Voilà. Donc, on vous a mis quelques exemples. Après, on peut aussi faire des enquêtes sur différents sujets. Nous, on peut faire des formations à ce titre, sur l'égalité professionnelle aussi, en vue de participer à la négociation et la renégociation sur le sujet. Ce sont des exemples. Donc, on peut faire pas mal de choses en la matière, mais c'est vrai que les premières sont beaucoup plus cadrées, et notamment une prise en charge par l'employeur au niveau financement. D'accord, parce que là, sur les autres formations donc, qui sont listées ici, si je comprends bien, c'est vraiment à la charge du CSE, donc sur son budget de fonctionnement. Celles qui sont listées. Habituellement à la charge du CSE sur le budget de fonctionnement. Après, sur certaines circonstances, il peut y avoir des négociations avec l'employeur, mais c'est plutôt sur cette base-là. Ouais. Ok. Et alors, il y a une question qui était posée par Sophia sur la formation économique et sociale. Donc, on mettait dans la présentation qu'elle était légale. Est-ce qu'elle est, au même titre que la formation santé au travail, obligatoire pour les nouveaux CSE? Alors, moi, je considère effectivement qu'elle est obligatoire, parce que c'est comme ça qu'on l'entend, parce que si on n'est pas formé, c'est difficile de jouer son rôle. Donc, c'est pour ça qu'on les présente comme les formations dites obligatoires. Je ne suis pas sûre que le terme soit écrit comme tel dans la loi. Je crois que la loi, c'est le représentant du personnel bénéficie ou réalise une formation. Voilà, c'est plutôt l'affirmatif. Mais je ne crois pas qu'il y ait le thème obligatoire qui rentre dans le… En tout état de cause, cette formation s'impose à l'employeur si la demande est faite. C'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Elle s'impose à l'employeur si la demande est faite dans les
formes habituelles. D'accord. Donc peut-être pour synthétiser sur la partie formation, donc pour ceux qui nous écoutent, donc il y a une première formation qui est la formation santé au travail, qui elle est obligatoire dans le sens où il faut la demander, mais derrière l'employeur peut pas s'y opposer et elle est le temps et le coût de la formation sont financés, on va dire, par l'employeur. Tout à fait. Il y a une formation économique et sociale qui elle aussi est, on va dire, légale et peut être considérée comme obligatoire dans le sens où une fois qu'elle est demandée, l'employeur est obligé de donner le temps, mais elle va être financée par le budget de fonctionnement du CSE. Alors, juste, les heures de travail sont par contre payées par l'employeur. Ouais. Oui, c'est bien ça. Et ensuite, il y a différentes formations, on va dire un peu plus thématiques, qui vont en fonction à la fois des commissions qu'il peut y avoir au sein du CSE, en fonction de situations particulières qui peuvent émerger, et qui, elles, sauf cas exceptionnel ou sauf négociation exceptionnelle avec l'employeur, sont, on va dire, à la charge du CSE. Donc, j'imagine prise sur les heures de délégation et sur le budget de fonctionnement. C'est ça. Tout à fait. Okay. Très clair. Super. Merci beaucoup. Je propose peut-être de passer sur la partie d'après, si il n'y a pas de questions sur la partie formation. Donc, le deuxième sujet qui était sur la partie expertise, qui est une question qui nous a été posée de nombreuses fois, c'est comment trouver un bon expert pour se faire accompagner lors de consultations par la direction sur des sujets stratégiques, sociaux, etc. Donc, je pense que là-dessus, vous avez des bons éléments à partager. Alors déjà effectivement, l'expert, il doit être agréé pour certains domaines et ça doit être un expert comptable pour d'autres domaines. Donc, il y a effectivement déjà la notion d'agrément et la notion d'expert comptable. Donc, ça, c'est deux casquettes qu'il vaut mieux avoir effectivement pour être expert aux côtés des élus, parce que c'est nécessaire pour l'exercice de toutes les missions légales. Voilà. Voir qu'il y a des missions légales qui sont prévues par le Code du travail. Donc après, on peut avoir des experts libres sans ces agréments, mais ils seront limités par rapport à l'accès à l'information, surtout. Parce que notamment, alors Dominique complétera mieux que moi, mais sur l'expert comptable, par exemple, il y a un accès, comme le commissaire aux comptes, à toutes les informations économiques et comptables. Et l'expert, lui, agréé, je vais dire agréé parce que dans le texte, pour le moment, c'est habilité, mais il n'y a pas encore d'expert vu qu'il y a un retard dans le processus d'habilitation. Donc, l'expert agréé par le ministère du Travail, lui aussi, il a accès à l'entreprise, aux locaux, aux salariés. Voilà. Donc, c'est cette nuance-là qui est très, très importante, c'est que vous pouvez utiliser les services de tout expert libre, mais il sera très limité dans l'accès à l'information et l'accès au terrain. Voilà, je ne sais pas si… Dominique, tu veux compléter là-dessus, peut-être? J'ai tendance à dire que les élus disposent d'une boîte à outils qui est extrêmement complète. Et dans cette boîte à outils, il y a notamment le recours à l'expertise ou différentes expertises. Chacune de ces expertises étant un outil particulier, il faut les utiliser. Le législateur a considéré que les représentants du personnel, pour exprimer leur avis quand on leur demande, doivent être correctement informés et aidés dans leur démarche. Donc ça, et il a également prévu, pour s'assurer que les représentants du personnel utilisent correctement les outils, ou tout au moins les utilisent, il a prévu que ces interventions soient rémunérées par l'entreprise. Tout ça selon le grand principe de réduire la dissymétrie d'informations qu'il y a entre l'employeur qui a plein d'informations à disposition, notamment le recours à l'expertise, et les représentants du personnel qui sont un peu démunis et qui ont largement besoin de se faire aider. Bon, voilà, ça c'est le principe de fonctionnement. Donc et c'est assez intéressant de savoir qu'il y a beaucoup d'outils à disposition. D'ailleurs, on va le voir quand Julie va commencer à énumérer les expertises qui sont à disposition des représentants du personnel. Vous verrez que c'est assez varié et complet. À toi, Julie. Ok, alors, je ne sais pas si le support passe. Je vais y aller avec mon anti-sèche, du coup. Voilà, merci. Vous voyez, si. Vous voyez pas le… Si, vous voyez non, il y avait juste un petit blanc, mais bon, c'est bon maintenant. Ok. Alors, on a organisé un petit peu cette présentation des expertises suivant deux angles. Les consultations récurrentes,
qui sont par défaut annuelles, et je vous ai dit tout à l'heure qu'elles pouvaient parfois être moins fréquentes si jamais il y avait un accord en ce sens, mais annuelles, donc tous les ans. L'employeur est censé vous demander votre avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences. De la même façon, il vous consulte sur la situation économique et financière. Et enfin, il vous consulte sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et d'emploi. Voilà. Donc, derrière ces consultations, il y a des recours possibles à l'expertise. Jusqu'à présent, c'est un financement 100% employeur par défaut, sauf pour l'une. Alors là, c'est là que je vois qu'il y a un petit bug dans l'étiquetage. Pardon, et c'est là que c'est en relisant que oui. La politique sociale, c'est 100% employeur. La situation économique et financière, c'est 100% employeur, pardon. Et les orientations stratégiques, on est sur un cofinancement. C'est-à-dire qu'on a une participation du CSE sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20%. Voilà. Sauf, et là, il y a encore une petite astérix. Alors, je ne sais pas si on va demander à Dominique de la commenter parce que ça peut être très compliqué. Mais il y a une petite astérix qui permet effectivement, en tout cas, qui ne retire pas le droit à l'expertise lorsque le CSE n'a plus de budget de fonctionnement et ne peut plus assumer ses 20%. Pour autant, il aura ce droit à l'expertise s'il n'a pas opéré un transfert de budget entre les œuvres sociales et le budget de fonctionnement, etc., etc. Donc là, il y a une astuce un peu compliquée. Mais globalement, on peut retenir quand même que ces consultations récurrentes, donc sur ces 3 thèmes, on bénéficie donc du recours à expert comptable, sachant que l'expert comptable, lui, il va aller chercher les ressources qui lui sont nécessaires pour répondre à certaines questions. Un exemple, sur la politique sociale, alors je n'ai pas choisi par hasard, mais sur la politique sociale et les conditions de travail, on a toute une thématique sur la santé au travail, sur le bilan hygiène et sécurité, sur le document unique, sur ces choses-là où l'expert comptable pourrait être un petit peu en difficulté s'il veut faire des choses qui soient opérationnelles. C'est donc là où il peut avoir, par exemple, recours au service de l'expert habilité ou agréé. Voilà. Donc, nous, on intervient notamment sur ces expertises avec nos 2 casquettes parce qu'on trouve que c'est intéressant de compléter les regards et en plus, les experts conditions de travail sont plus à l'aise pour tout ce qui va concerner la qualité du travail et de l'emploi, en fait. Voilà, si on veut trouver une appellation générale. Et donc, ensuite, on a les consultations récurrentes. Donc ça, ce sont les consultations récurrentes. C'est parce que la page s'est remise à jour. J'ai cru que c'était une autre page. Donc, ça, tu veux compléter, Dominique, sur les consultations récurrentes? Très brièvement, je veux dire, recours à expertise ou pas recours à expertise, il faut déjà s'assurer que le CSE est bien informé sur ces sujets. Donc, il doit y avoir une convocation du CSE où figure à l'ordre du jour cette information et cette consultation, avec remise de documents. Mon conseil, bien évidemment, c'est sur les aspects, sur les consultations récurrentes, il ne faut pas laisser passer l'occasion de se faire assister, parce que ce sont des documents qui peuvent être très techniques et qui méritent de se faire assister pour mieux les comprendre. Ils ne sont pas d'un accès évident, ça ne se lit pas comme un magazine. Donc, je conseille toujours de se faire assister lorsqu'il s'agit de donner son avis sur ces sujets-là. Voilà. On pourrait peut-être aussi qu'on parle de la BDES, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai. Et gestion des emplois. Voilà. Donc, la BDES, c'est par exemple là où on est censé mettre l'information des élus. Donc là, c'est pareil, vous risquez d'être un peu perdu dans cette BDES. Et donc, l'expert, lui, aura accès à cette BDES. Et s'il n'y a pas tout dans la BDES, de toute façon, l'expert complétera sa demande d'information pour pouvoir répondre aux questions que vous lui aurez posées ou pas posées, mais en tout cas, les questions qui doivent se poser par rapport effectivement à l'information et à la consultation de l'instance sur ces thématiques-là. Alors, il y a une question qui nous est posée que veut dire BDES? Alors, c'est la base de données économiques et sociales. Donc, cette base de données économiques et sociales,
Réglementairement, l'employeur doit y mettre un certain nombre d'informations. Il peut y avoir des accords d'entreprise qui disent comment elle est réalisée. Par défaut, si vous n'avez pas d'accord qui donne les critères, enfin la typologie des informations et la fréquence d'alimentation de cette BDES, vous avez des dispositions supplétives dans le Code du travail en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, les obligations ne sont pas tout à fait les mêmes suivant qu'on ait une entreprise de plus de 300 ou moins de 300 salariés. Évidemment, plus l'entreprise est importante, plus le législateur a des exigences supérieures. Voilà. Donc, il y a un article du Code du travail qui vous donnera facilement les informations que vous devez avoir. Donc, elles sont tant dans le domaine économique, social et financier. Vous aurez aussi des prévisions, parce qu'on a à la fois des informations sur le réalisé, sur l'année en cours, les mois en cours, mais aussi le prévisionnel quand on va parler des orientations stratégiques. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie des sujets qu'on aborde en formation, la BDES, ça fait partie de ce qu'on regarde et ce qu'elle doit comporter. C'est absolument indispensable de savoir comment on y a accès, comment cette BDES est alimentée par l'entreprise, et aussi veiller à ce que ça soit fait correctement, parce que ça peut être un joli foutoir, cette BDES. Donc il faut qu'elle soit lisible et il faut qu'elle vous soit utile. Si vous n'arrivez pas à la lire, c'est qu'elle est mal faite. Enfin, c'est pas très compliqué. Mais à l'inverse, pour qu'elle soit bien faite, ça requiert de la part de l'employeur une certaine attention. Bon, c'est pas toujours le cas. C'est souvent mis en vrac dans la BDES. Voilà. Après, je ne sais pas, j'enchaîne sur les consultations ponctuelles. Donc, les consultations ponctuelles, ça va concerner essentiellement les projets. Alors, j'ai mis consultation ponctuelle, mais effectivement, oui, on peut dire que c'est une consultation ponctuelle sur l'égalité professionnelle. C'est un cas un petit peu particulier. En tout cas, c'est l'entrée qu'on a choisie pour ces expertises-là. Vous avez, dans le cadre plan de sauvegarde de l'emploi, donc possibilité d'expertise et elle est 100% financée par l'employeur, que ce soit pour les aspects économiques et sociaux et donc l'assistance donc des élus pour rendre des avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi, mais aussi en ce qui concerne la réorganisation, parce que derrière, associé à un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a toujours une réorganisation. On aurait tendance à dire que normalement, c'est plutôt la réorganisation d'abord et puis les éventuelles réductions d'effectifs derrière. Bon, mais c'est rarement fait dans ce sens-là. En tout cas, sur ces émissions-là, on a l'intérêt d'avoir deux regards croisés, celui de l'expert comptable et celui de l'expert habilité ou agréé. Mais il y a un seul expert qui est nommé. Cependant, l'expert comptable, s'il est nommé tout seul, il ne pourra pas traiter le volet conditions de travail. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas traiter de l'impact de cette réorganisation sur les conditions de travail. Voilà. Donc, il devra aller chercher un cabinet agréé et se faire assister. Bon, la plupart des cabinets, beaucoup de cabinets ont les deux casquettes parce qu'effectivement, c'est utile d'avoir les deux compétences et les deux possibilités d'intervention. On a l'expertise sur l'égalité professionnelle. Celle-ci, en fait, c'est le CSE qui choisit son expert. Alors, c'est un peu nouveau. Il n'y a pas beaucoup encore d'expérience en la matière. C'est tout neuf. Donc, cette expertise-là, elle est cofinancée dès lors que la BDES est renseignée. Mais si elle n'est pas renseignée du tout, s'il n'y a pas les indicateurs qui sont nécessaires, vous pouvez la faire financer à 100% par l'employeur. Donc, c'est le CSE qui mandate l'expert. Mais par contre, l'expert travaille fait un rapport pour permettre aux organisations syndicales de négocier. Voilà, donc c'est un peu de nouveau, c'est pas forcément connu. Et donc les ordonnances Macron ont prévu que cette expertise soit le champ de l'expert agréé, habilité. Donc c'est vraiment important de la regarder avec un angle aussi conditions de travail. Et j'en profite pour vous dire que sur la question de l'évaluation des risques, on a aussi un article du Code du travail qui dit qu'on doit avoir une évaluation aussi en fonction du genre. C'est-à-dire que si on a effectivement entre les hommes et les femmes des différences de métier, on va avoir à fournir une évaluation du risque qui soit aussi en fonction des genres. Voilà. Donc, bon, c'est un peu particulier. J'en ai pas vu beaucoup encore pour le moment dans les expertises, dans les entreprises d'évaluation différenciée, mais c'est une nouveauté avec cette notion d'égalité professionnelle qui continue à être vraiment un angle d'analyse fort dans les expertises.
Et la dernière, donc ça concerne les expertises qui étaient habituellement portées par les CHSCT. C'est celles qui concernent les projets importants modifiant les conditions de travail et les nouvelles technologies. Celles-ci sont faites par des experts agréés et bientôt habilités, enfin d'ici 1 an ou 2. Et c'est un cofinancement, donc 80% par l'employeur et 20% par le budget de fonctionnement de CSE. Sauf si le CSE n'a plus les moyens, et auquel cas l'employeur prendra la totalité. Est-ce que tu veux compléter, Dominique? J'ai toujours pas les questions, je suis désolée, c'est dommage, je ne peux pas y répondre. L'article de référence sur le fonctionnement de l'instance ou des instances, l'article 2312-8 du Code du travail, qui dit que chaque fois, je le résume, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important dans l'entreprise, bien évidemment c'est le mot important qu'on pourra juger, hein, c'est important aux yeux des représentants du personnel. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important dans l'entreprise, l'instance doit être réunie, informée et consultée. Réunie, informée, consultée. Si elle ne l'est pas, parce que l'employeur a pu omettre de réunir ou d'informer son CSE, le CSE pourra toujours demander une réunion extraordinaire sur ce qu'il considère est un projet important. Il pourra exiger d'être correctement informé et il pourra exiger de se faire assister par un expert avant d'émettre son avis, donc d'être consulté. La consultation, c'est l'expression d'un avis, favorable, défavorable, sous condition, machin, truc. Bon, toute la palette des avis possibles. Le recours à expertise dans le cas d'un projet, et ça remonte à l'origine des CE. Hein. Le recours à expertise dans le cadre d'un projet ne peut se faire que sous l'angle de la modification des conditions de travail. C'est plus la modification des conditions de travail qui peut, autoriser l'intervention d'un expert, et ce sera donc un expert agréé ou habilité. Les expertises comptables ne sont pas prévues en cas de projet important. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Elles ne sont prévues que lorsque le projet est tellement important que l'entreprise est en grande difficulté et qu'elle a dû faire un plan de sauvegarde de l'emploi, donc un licenciement. Auquel cas, là, l'expert comptable intervient. Et donc là, pour revenir sur les questions qui sont posées un peu sur Lifetime, sur les différentes consultations qui sont présentées là, les consultations ponctuelles, est-ce que l'employeur peut refuser le recours à l'une ou l'autre de ces consultations? Est-ce qu'il est obligé, une fois qu'elles sont demandées, de les financer, de participer? Alors, sur les expertises en tant que telles, effectivement, l'employeur ne peut pas les refuser. En général, effectivement, quand il les refuse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie que l'expertise se réalise, il motive le fait que le projet n'est pas important, par exemple. Ça, c'est souvent le cas. Mais ça va nécessiter que l'employeur, si effectivement le CSE a fait sa délibération et a bien voté l'expert, ça va nécessiter que l'employeur aille au tribunal. Donc, c'est à l'employeur de faire la démarche. Ça ne sera pas aux élus d'aller faire la démarche d'aller au tribunal pour faire valoir leur droit à l'expertise. Voilà. Et en général, une fois que la délibération est faite, que l'expert est désigné, l'expert entre en piste et va effectivement faire des demandes à l'employeur, etc. Donc, va essayer d'exercer sa mission. Et s'il y a encore des blocages à ce moment-là, c'est l'expert qui va, lui, faire ce qu'il faut pour obtenir les informations. Donc, une fois que l'expert est nommé, le CSE, lui, il n'a pas trop de démarches à faire. C'est ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu l'expert qui doit aller chercher les infos, qui exige les choses auprès de l'employeur. Et c'est aussi à l'employeur d'aller contester si vraiment il veut contester. Voilà. C'est pas le CSE qui doit aller chercher son avocat pour faire valoir ses droits. Ça, c'est important, parce que c'est souvent des freins si on se dit « Ah ben non, mais si l'employeur n'en veut pas, s'il faut que j'aille en plus chercher un avocat pour défendre mes droits. » pour l'avoir. Voilà. Donc, non, une fois que l'expert est nommé, c'est déjà un peu plus simple pour le CSE pour obtenir l'information. Ok. Et en termes de montant ou de coût de ces consultations, est-ce qu'il y a des montants qui sont prévus? Est-ce que
Ou est-ce que c'est, on va dire, budget libre, etc. Comment est-ce que ça se passe Donner des éléments de réponse. D'une manière générale, c'est pas gratuit. mais autant l'expertise s'impose à l'employeur, ça c'est clair, hein, l'expertise s'impose à l'employeur, bon, sauf abus, il n'y en a pas, bien évidemment, de la part de l'instance, mais c'est rarement le cas. Donc l'expertise s'impose à l'employeur, qui lui a toujours possibilité de la contester dans son fondement, s'il considère que c'est farfelu. Il peut contester, pour répondre plus particulièrement à ta question, il peut contester les honoraires. Il peut les discuter, bien évidemment, il peut les discuter, et si la discussion n'aboutit pas, il peut les contester. Il peut les contester en amont, c'est-à-dire avant que l'expertise commence. Il peut aussi les contester en aval, une fois qu'elle est terminée. Et à ce moment-là, c'est le tribunal judiciaire qui sera compétent. Bon. Bien évidemment, depuis le temps que des expertises existent, c'est-à-dire elles sont actives depuis le début des années 80. Depuis les années 80, les tribunaux ont eu à juger et rejuger et déjuger un certain nombre de cas. Donc là, il y a une certaine marché. Le marché est plus ou moins stable. Donc les prix sont aussi bien les prix journaliers que le nombre de jours pour conduire une expertise tendent à être normalisés. Okay. Mais il n'y a pas de tarif. Voilà, c'est pour répondre à la question. Ok. Mais j'ai vu passer. Pardon. Oui. Oui. Non, je dis, j'avais vu passer une question sur le PSE et le plafond de financement. Donc, au niveau de l'expertise, je rappelle, cette expertise-là est 100% financée par l'employeur quand on est dans un PSE. Donc, il n'y a pas de, il n'y a rien qui est pris sur le budget de fonctionnement du CSE. Bien sûr que non. Et je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais le cofinancement dont on parle beaucoup sur certaines expertises, c'est un véritable scandale, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Le sujet est loin d'être réglé. Pour l'instant, on parle de cofinancement. Ça suppose que le CSE ait les moyens de ce cofinancement. S'il n'a pas les moyens du cofinancement, le droit à expertise existe toujours, et à ce moment-là, l'expertise est intégralement prise en charge par l'employeur. Donc, ça a un effet dissuasif, mais cet effet dissuasif est beaucoup plus psychologique qu'autre chose. D'accord. Alors, je vois que l'heure tourne et qu'on n'a pas encore abordé la troisième partie sur la partie comptabilité. Je propose d'y passer directement, peut-être. Tout à fait, on peut y aller. Hop. Bah, je m'étais un peu échauffé, donc… Juste, peut-être important quand même, parce qu'il y a un point important, c'est qu'il y a aussi des recours à l'expert sur des risques graves, sur des situations complexes, des droits d'alerte, etc. On n'en a pas parlé, on est parti sur les consultations, mais il y a aussi des cas où je dirais les élus sont face à des situations compliquées. Et là aussi, il y a des recours possibles à l'expert. Bon, là, il vaut mieux appeler l'expert parce qu'on est sur des cas vraiment sur mesure où il faut réfléchir à l'opportunité de ces expertises. Mais si vous avez des accidents graves, par exemple, vous pouvez avoir recours à un expert agréé. Voilà. C'était juste cette parenthèse qui est importante. La comptabilité. La comptabilité. Sujet passionnant s'il en est. Donc, tout simplement, ce qui est très clair, c'est que les CSE, tous les CSE, au même titre que les associations ou n'importe quelle entreprise, sont soumis aux mêmes obligations, à savoir tenir une comptabilité, faire approuver les comptes, ensuite informer les salariés, et bien évidemment après tenir des archives pendant un certain temps. Donc, si vous voulez, les règles sont les mêmes. Que vous soyez une association petite ou grande, que vous soyez une entreprise petite ou grande, vous devez toujours tenir une comptabilité, faire approuver les comptes,
ensuite informer les salariés ou les actionnaires dans le cas d'une entreprise, et conserver toutes vos archives pendant un certain temps. Et cette obligation vaut que vous soyez un petit CSE, un moyen CSE ou un gros CSE. Ça vaut que vous soyez un CSE, un comité central, ou que vous soyez un comité d'établissement. De la même façon, si vous êtes dans un comité interentreprise, vous avez les mêmes obligations. Alors, la tenue de la comptabilité, c'est un exercice, c'est une technique, hein, mais par contre, la tenue de la comptabilité dans un CSE est normée, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui s'appelle l'autorité des normes comptables qui a dit comment il fallait que ça soit tenu. C'est pas très différent pour un CSE que pour n'importe quelle autre association ou entreprise. Une distinction a été faite entre les petits CSE, les moyens CSE et les grands CSE. À mon avis, avec une option qui est possible, une option possible de tenir une comptabilité très simplifiée pour les petits CSE, c'est-à-dire les CSE qui ont des ressources inférieures à 173 000 € par an. Mon conseil, c'est de faire tenir une comptabilité, je dirais, normale, hein, normal, pas recourir à la comptabilité ultra simplifiée qui cause plus de problèmes qu'autre chose. Et d'ailleurs, l'autorité des normes comptables ne vous y incite pas particulièrement. Autre conseil, faites-vous aider. Faites-vous aider, parce que, pour parler vulgairement, la comptabilité, c'est facile, mais ça peut être aussi prise de tête et un sacré bordel. Donc, je vous conseille de vous faire aider. Évitez de vous faire escroquer par des gens qui vont vous prendre beaucoup de sous, mais faites-vous aider par un professionnel qui ira beaucoup plus vite et qui vous retirera bien des soucis de la tête. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Est-ce qu'il y a, pardon, oui. Dominique, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que il n'y a que le trésorier qui est responsable de la tenue des comptes et de la comptabilité, ou est-ce que c'est l'intégralité du CSE qui est concerné par ça? C'est l'intégralité du CSE. Le trésorier, il rend compte. Il organise et il rend compte. Mais bien évidemment, tout le monde est responsable. Il n'y a pas que lui. Il rend compte. Et il peut être le seul signataire du compte en banque. Mais c'est pas pour autant que les autres membres se dégagent de toute responsabilité. Ça me paraît clair. La comptabilité des CSE est relativement un peu plus complexe qu'il n'y paraît que vous soyez un petit ou un gros CSE. Alors, entre parenthèses, il y a des CSE qui ont eux-mêmes des CSE. C'est pour vous donner l'ordre de... Il y a des CSE qui ont des CSE. Hein. On a tendance à penser que le CSE, bon, c'est un truc qui fonctionne dans une petite salle, etc. Non, c'est pas toujours le cas. La particularité du CSE, ce qui fait sa complexité, c'est que le CSE a deux sources de financement, comme vous le savez certainement. Il y a une subvention de l'entreprise qui s'appelle la subvention de fonctionnement, qui sert à faire fonctionner l'instance pour la formation, pour les certains recours à expertise, etc. Et il y a une contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, un sujet que vous connaissez bien. Donc les ressources du CSE viennent de deux sources, fonctionnement et activités sociales et culturelles, auxquelles s'ajoutent bien évidemment les participations des salariés aux différentes activités culturelles. Donc la somme de ces ressources vont déterminer si vous êtes en dessous ou au-dessus de la barre des 173 000 €.
étant entendu une fois encore que c'est un distinguo qui n'est pas, à mon avis, extrêmement pertinent. Par contre, ce qui est tout à fait pertinent et différent, c'est que, à la différence des entreprises, le CE ou le CSE doit tenir 2 budgets différents et ces budgets ne sont pas fongibles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Il faut vraiment les séparer avec une cloison étanche ou quasi étanche entre les 2 budgets. Il est à cet égard conseillé d'avoir 2 comptes bancaires, bien que ce ne soit pas obligatoire. Et donc, la comptabilité se tient donc, on met dans le budget de fonctionnement ce qui relève du budget de fonctionnement, dans les œuvres sociales ce qui relève des œuvres sociales. À la fin de l'année, il faut clôturer les comptes. Et là, c'est le trésorier qui se met à la tâche. Avec l'aide, je le recommande toujours, avec l'aide d'un expert comptable parce que c'est beaucoup plus facile. Et une fois que les comptes sont arrêtés, comme dans toute autre entité, ils sont présentés. Alors à cet égard, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le règlement intérieur de l'instance qui va déterminer. C'est le règlement intérieur de l'instance qui va déterminer de quelle manière ces comptes vont être présentés au CSE et arrêtés. En tout état de cause, ils le sont toujours lors d'une séance spécifiquement prévue à cet effet, qui se tient dans les 6 mois de la clôture, dans les 6 premiers mois de l'exercice. Donc ça, c'est un vote formel. On approuve les comptes. Et hors dehors des comptes, on approuve également ce qu'on appelle un rapport d'activité. Autant les comptes sont sur un format normé, le rapport d'activité est sur un format beaucoup plus libre. Et dans ce rapport, qui lui-même est obligatoire, on va décrire comment ont fonctionné les différentes activités. Le cinéma, la piscine, l'arbre de Noël, les colonies de vacances, que sais-je. Avec des informations, donc on va détailler quelle a été, avec des chiffres, mais aussi d'autres éléments, comment l'activité a pu se dérouler dans l'année. Une fois que ces 2 documents sont approuvés, à la fois les comptes et le rapport d'activité, tout ça est archivé. Et il est important, avant l'archivage, il faut informer les salariés. Et je dirais que le but principal de la tenue de la comptabilité, c'est pas pour des raisons fiscales, puisqu'il n'y a pas de fiscalité très peu de fiscalité, ou quelquefois pas du tout, dans un CSE. Donc c'est le but même de la tenue de la comptabilité, c'est d'avoir une information de délivrer une information de qualité aux salariés. Donc cet aspect-là d'information des salariés est important. Alors ça peut se faire par le tableau d'affichage et maintenant de manière beaucoup plus efficace certainement par des moyens électroniques. Et Arthur, là-dessus, il y a des tas d'idées sur le sujet. Nico peut vous aider là-dessus. Il y a une question qui nous a été posée et qui, je pense, est assez intéressante. Donc, vous disiez qu'il faut, c'est vivement conseillé de se faire accompagner par un expert comptable, un comptable sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour choisir la bonne personne? Est-ce qu'il doit être spécialisé CSE? Est-ce que ça peut être l'expert comptable de l'entreprise? Est-ce qu'il y a quelques critères pour… Alors, vous avez… Bon, je parle assez librement, donc là-dessus, c'est… il est préférable, mais il est préférable de recourir à un expert comptable. Parmi les experts comptables, ils ont, comment dirais-je, ils ont une expertise professionnelle par définition. Ils appartiennent à un ordre, ils sont surveillés, etc., etc. Certains sont spécialisés dans les CE ou CSE. D'accord ? Ils ne sont pas forcément très nombreux, mais certains le sont. Rares sont ceux pour lesquels ce soit une activité essentielle ou principale. D'accord ? J'ajoute
J'ajoute que ce sont des comptabilités un petit peu complexes, donc il est préférable de disposer d'outils qui permettent de tenir ces comptabilités assez facilement. Bon, mais c'est accessible à tout le monde, avec plus ou moins de facilité. Donc, comptable de l'entreprise, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Bon, mais tous les cas peuvent être différents. C'est des réponses de Normand que je suis en train de faire. Hein. Bon, je dirais, je ne conseille pas le comptable de l'entreprise, même pour lui. Hein, je vois pas là. Bon, parce que ça peut être des sources d'embrouille. C'est des sources d'embrouille. Donc plutôt quelqu'un d'extérieur, en vérifiant que ses honoraires sont pas disproportionnés, et si possible quelqu'un qui a déjà fait l'expertise, qui a déjà fait l'exercice, parce que s'il ne l'a pas fait, ça va lui prendre un petit moment avant de se familiariser avec ce type de tenue comptable. Bon, j'ajouterais qu'il y a quand même des outils, des applications qui sont maintenant sur le marché et qui aident à cet exercice. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que le marché était trop étroit et les éditeurs de logiciels ne s'étaient pas trop penchés sur la question. Il y a un truc pas mal qui s'appelle Lito que je vous invite à aller regarder, mais bon, on en parlera à un autre moment. Non, mais chacun s'exprime son sujet. On approche de la fin du webinaire, ça fait déjà 56 minutes. Peut-être pour clôturer, Dominique et Julie, sur la partie sur la comptabilité. Ah, attendez, il y a votre micro qui se coupe. Ouais, allez-y. Je termine termine sur l'archivage. Ne négligez pas l'archivage. Ne négligez pas non plus les difficultés qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des changements d'équipe. Bon, après, il y a des élections tous les 4 ans. Donc, tous les 4 ans, pas forcément tous les 4 ans, mais quand il y a un changement d'équipe, il faut repasser les dossiers d'une équipe à l'autre. C'est souvent des sources d'embrouille. Donc, lorsque les archivages sont bien faits et que les comptes ont été proprement arrêtés, cette passation se fait sans problème. Voilà. Très clair. Merci pour ça. J'invite tous les participants, avant qu'on fasse la petite conclusion là, du webinaire, à aller dans l'onglet sondage et de bien répondre aux sondages qui ont été proposés. Comme ça, on pourra vous envoyer derrière les infographies, les réponses à tout ça. Julie, Dominique, est-ce que vous voulez conclure, peut-être faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit brièvement? Alors, qui conclut? Donc, non, je pense que on voit qu'il y a quand même pas mal d'outils pour les CSE, pour les aider dans leur rôle. Hein. Donc, des experts en plus qui ont des agréments, qui ont, je dirais, leur permis de conduire, entre guillemets. Hein. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est ces agréments et cette nécessité parfois d'être expert comptable, etc., qui garantit aussi d'avoir au moins des gens qui connaissent le métier, qui sont des professionnels. C'est indispensable. Donc voilà. Donc déjà c'est c'est le premier critère pour être certain d'avoir des gens qui vont bien vous aider et qui seront compétents. L'assistance au CSE, c'est quand même une posture qui est différente de l'assistance aux directions. Donc ça aussi c'est quelque chose à intégrer. Hein. On n'a pas non seulement on n'a pas les mêmes techniques, mais effectivement, on a quand même une posture qui peut être un peu différente. Voilà, donc après, vous voyez qu'il y a… Alors, toute situation n'a pas son outil, mais il y en a quand même pas mal, il y a quand même pas mal de moyens, mais il faut les connaître. Bon, quand on commence par la formation, c'est l'occasion de découvrir les moyens. Et après, bon, quand vous arrivez aussi à avoir un relationnel avec vos experts sur la durée, ces experts peuvent vous conseiller quand vous avez une situation de problème et sauront vous dire quoi mettre en œuvre pour effectivement débloquer la situation. Voilà, donc c'est souvent des relations au long cours en fait. Voilà, donc tout système un peu de mise en concurrence des experts, ça
peut se comprendre, mais sur le long terme, ce n'est pas forcément intéressant parce qu'il y a aussi l'intérêt de connaître votre entreprise, d'être déjà dans la place quand vous avez une question, quand il faut agir en urgence, etc. Donc, c'est quand même des partenariats et des relations de confiance qui doivent s'instaurer. Voilà. Donc, après, effectivement, plus l'expert a de casquettes et d'agréments, et plus ça vous permet aussi de pouvoir faire appel à ses services dans les différents registres de vos obligations. Je ne sais pas si ça résume, mais… Ça résume très bien. Dominique, est-ce que vous voulez le mot de la fin? Oui. Oh, je ne cherche pas à voir le mot de la fin. J'ai suffisamment fait d'erreurs dans ma carrière d'expert pour arriver à la conclusion que l'expert n'est pas là pour faire un numéro de claquette et s'en aller. Enfin, ça dans le même sens que de ce que dit Julie. Il n'est pas là pour faire son numéro de claquette, rendre son rapport d'expertise et ensuite vaquer ses occupations. Je pense que son vrai rôle, c'est d'être en contact aussi, sinon permanent, mais régulier avec l'instance. D'où l'intérêt d'avoir des relations si possible, de confiance, et bien évidemment éviter de butiner, parce que je connais un grand nombre de mes confrères, ils sont tout à fait respectables, et je pense qu'ils ont le même avis, à mon égard. Une relation dans la durée beaucoup plus intéressante à la fois pour nous en tant qu'experts, mais également pour l'instant. Ça, j'en suis absolument persuadé. J'insiste aussi sur le fait, et ce qu'on disait dès le début, le législateur a prévu une caisse à outils très fournie, très fournie. Donc, et il a également prévu que l'employeur doit mettre la main à la poche pour avoir en face de lui une instance qui sera plus vigilante, certainement plus vigilante, mais pas forcément plus casse-pied. Parce que c'est pas parce que l'instance sera mieux formée au sens large qu'elle sera plus incontrôlable de son point de vue. Donc il a intérêt, et certains l'ont bien compris, il a intérêt à mettre un peu d'eau dans son vin et laisser faire un certain nombre d'expertises qui, au bout du bout, je le pense, font avancer les choses. Je suis un peu long dans ma conclusion, mais bien souvent à l'issue d'une expertise, on peut se dire, mais est-ce que j'ai fait bouger les lignes? Personne ne nous le dira, certainement pas l'employeur. J'ai la faiblesse de penser que si le CSE est vigilant, si l'employeur sait qu'il peut utiliser les outils, il fera en sorte de mettre un peu d'eau dans son vin et de présenter des projets qui soient amendés dans le bon sens. Voilà, c'est ce que j'ai la faiblesse de penser. Ma conclusion. Merci beaucoup Dominique, merci Julie. J'étais ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Petit message pour tous les participants. Donc la présentation va vous être envoyée après, une fois qu'on aura clôturé la session de webinaire. On va également prendre le temps de repasser un peu toutes les questions qui nous ont été posées et de rédiger des réponses écrites, et on vous enverra ça également la semaine prochaine. Donc si jamais il y a quelques questions qui ont été oubliées, vous inquiétez pas, vous aurez les réponses prochainement. Et moi, je vous invite d'ores et déjà au prochain webinaire qui aura lieu le 7 mai, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, sur le CSE et la sortie de confinement. Donc, préparer et anticiper la reprise. Donc, il y a un gros sujet qui arrive et sur lequel le CSE doit se positionner. Il y a pas mal de choses qui doivent être faites. On l'avait déjà évoqué dans notre webinaire précédent la semaine dernière. On va consacrer un webinaire entier sur ce sujet-là la semaine prochaine. Donc, je vous invite à y participer, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à y apprendre. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon long week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir.